But the world, you see, like, is a vast place. You know, the continent, we've been able to do some dope stuff. You know? Dans le rap africain, bien sûr, surtout. There's the movement of hip-hop, R&B music, house music, all that coming out of not only South Africa, but the continent in general is just amazing right now. I was surprised how big this scene is in Africa. I did a tour over there, and the DJ before me played so many hip-hop records and so many Afrobeats, both, that I never heard before, but had the club rocking. That is such a huge scene. C'est le hip-hop en tant que culture ou en tant que musique, si on parle de rap, dans une certaine partie du monde, aux États-Unis peut-être, les gens samplaient du funk, enfin de la musique de chez eux si tu veux. Nous on a fait pareil avec les ingrédients de chez nous. Regardless where you from, you know, it's where you at. Comfortably sitting on my sofa, smoking, floating on this fun air, floating on this storm. So far, I'm so far from where I come from, so far from me. Le hip-hop au Burundi trouve ses origines dans les années 90. La jeunesse du pays a été attirée par l'énergie du genre, sa narration et sa capacité à refléter les difficultés et réalités qu'elle vivait. Le Burundi, tout comme de nombreuses nations de l'Afrique de l'Est, faisait face à des défis politiques et économiques majeurs durant cette période, notamment la guerre civile burundaise de 1993 à 2005 due au conflit ethnique. Ces conditions ont créé un terreau fertile pour l'essor du hip-hop en forme d'expression sociale et de protestation. Après la fin de la guerre civile en 2005, le Burundi est entré dans une période de reconstruction et le hip-hop est devenu une partie centrale de la culture jeunesse. Durant cette période, le hip-hop a gagné en popularité au Burundi, la jeunesse devenant plus active dans une culture qu'elle appréciait jusqu'alors. Bien que toujours fortement influencée par le rap américain, de nombreux artistes burundais ont commencé à mêler les langues locales comme le kirundi et le français avec des rythmes et instruments traditionnels burundais, suivant le même chemin que d'autres pays africains avant eux. Cette transition et d'autres facteurs, comme les médias locaux offrant des plateformes pour le hip-hop, ont permis aux gens d'atteindre un public plus large. Les rappeurs du Burundi après la guerre abordent des sujets liés aux défis du pays, tels que les difficultés économiques, les conflits ethniques, l'espoir de paix, l'instabilité, le chômage et l'insécurité. Au fil des années, la musique et la culture hip-hop se sont fusionnées avec de nombreux éléments locaux et africains, créant une fusion parfois difficile à catégoriser comme étant purement hip-hop. La musique de l'artiste mainstream Big Fizzo est un bon exemple de cette fusion. Bien que le pays soit plus petit et moins reconnu à l'international dans la scène hip-hop mondiale, le genre a trouvé un fort et passionné soutien parmi la jeunesse, en particulier dans les zones urbaines comme la capitale, Bujumbura. Le hip-hop aux Comores a commencé à prendre forme au début des années 2000. Les jeunes des 3 îles du pays ont découvert le genre alors qu'il devenait populaire dans d'autres pays francophones. Le hip-hop est arrivé aux Comores grâce aux médias et à la diaspora dans des pays comme la France. Bien que le genre soit arrivé tardivement dans les îles, il a été rapidement adopté par la jeunesse locale. Les premiers artistes hip-hop comoriens ont commencé par imiter les styles populaires du rap américain et ont rapidement intégré des langues locales telles que le Shingazija, la langue la plus parlée des îles, l'arabe et le français, reflétant l'environnement multiculturel des Comores. Le genre était encore timide dans les années 2000 et ce n'est qu'au cours des années 2010 qu'il a commencé à évoluer vers un genre plus distinct, avec des artistes locaux adoptant le hip-hop pour transmettre leur message. Message qui inclut souvent des questions locales telles que la difficulté économique, le manque d'opportunités pour les jeunes, l'identité culturelle et la religion, en raison de l'histoire particulière du pays. Le hip-hop aux Comores est relativement jeune et sa place dans l'industrie musicale du pays reflète cette jeunesse. D'autres genres plus traditionnels comme le mouagogo et le taarab, ainsi que le phénomène de l'afrobeat, dominent encore une grande partie de l'espace musical. Pour ces raisons, la scène locale est relativement petite. Cependant, le hip-hop des Comores s'est fait un nom grâce à sa diaspora, notamment en France, avec des artistes comme Rof, Soprano ou Alonso. En ce qui concerne Djibouti, le hip-hop a commencé à gagner en popularité au début des années 2000, influencé à la fois par la diffusion mondiale du rap américain et le paysage culturel diversifié du pays. Djibouti, situé à la croisée de l'Afrique, de la péninsule arabique et de l'Europe, a toujours été exposé à une grande variété de styles musicaux. Cette mixité d'influences a contribué à l'émergence du hip-hop local, distinctif, qui mélange le français et l'arabe avec d'autres sonorités de l'Afrique de l'Est. Le genre a eu un impact croissant auprès des jeunes des zones urbaines, particulièrement le rap francophone, et a gagné en popularité durant les années 2010. Les artistes locaux utilisaient principalement le genre pour se divertir, mais avec le temps,
ils ont commencé à aborder des problèmes locaux tels que la justice sociale, la corruption, l'autonomisation des jeunes ainsi que la diversité culturelle et l'identité. Aujourd'hui, le hip-hop à Djibouti est assez petit et relativement underground. Il est difficile de prédire la direction que prendra le genre dans le pays, mais il reste un domaine à surveiller de près. La culture hip-hop en Érythrée a commencé à prendre forme dans les années 90, influencée par les tendances mondiales du hip-hop américain ainsi que par les scènes hip-hop d'autres pays africains, en particulier ceux voisins comme l'Éthiopie et le Soudan. En intégrant les langues tigrinya et arabe du pays, le hip-hop érythréen s'est développé de manière similaire à d'autres pays de l'Afrique de l'Est tout en conservant un son original. Malgré l'accès au genre, la voix et la portée du hip-hop ont été limitées dès le départ, car l'Érythrée a une histoire de restrictions de droits et de censure sévères, probablement la plus dure du continent. En raison de ce contrôle autoritaire, les informations sur le pays peinent à franchir ses frontières et les mouvements non mainstream comme le hip-hop sont à peine autorisés à exister. Dans ce contexte, les artistes hip-hop abordent ces questions, mais dans une certaine mesure, car ils craignent des représailles. D'autres qui ont adopté le genre le rendent plus divertissant, estimant que la population en a besoin. Le manque d'opportunités conduit à une émigration croissante des jeunes, limitant la croissance du hip-hop dans le pays. Les artistes populaires du pays viennent généralement des pays voisins comme l'Éthiopie. L'avenir du hip-hop en Érythrée reste incertain, principalement en raison du climat politique du pays et du statu quo dans lequel il se trouve depuis ses débuts. Le hip-hop a fait son entrée en Éthiopie au début des années 90, principalement à travers la musique rap occidentale. Le genre a rapidement gagné en popularité parmi les jeunes, attirés par son énergie et la pertinence culturelle des thèmes du rap tels que la lutte, la résilience et la justice sociale. L'Éthiopie, un pays riche en histoire et en cultures diverses, possédait un mélange de musique traditionnelle comme l'eskita, une forme de danse musicale éthiopienne, de pop occidental et d'influence arabe, offrant ainsi un terreau fertile pour la fusion du hip-hop mondial avec des sons locaux. L'intérêt pour le hip-hop en Éthiopie s'est intensifié au cours des années 90, bien que le genre soit resté underground et sa culture pas encore pleinement explorée. Dans les années 2000, le hip-hop éthiopien a commencé à prendre de l'ampleur, avec de jeunes artistes dans des villes comme Addis Abeba, la capitale, Dire Dawa et Mekele, qui ont commencé à expérimenter avec des langues locales comme l'amharique, l'oromo et le tigrinya, les mélangeant avec l'anglais et le français, tout en intégrant des rythmes traditionnels éthiopiens et des instruments comme le kra ou le masinko, avec des beats de hip-hop, leur donnant une saveur locale qui a résonné auprès des Éthiopiens. Le hip-hop éthiopien a commencé à aborder divers termes tels que la corruption gouvernementale, la pauvreté, les inégalités économiques, le chômage des jeunes, les droits humains, l'identité culturelle et le patrimoine, ainsi que la diversité ethnique et régionale. La période des années 2000-2010 a vu l'émergence de nombreux rappeurs éthiopiens qui ont réussi à se faire un nom au pays et à l'international. Parmi eux, on peut citer Teddio, considéré par beaucoup comme le rappeur éthiopien le plus influent, Lige Michael, qui a eu un impact similaire, Mad Boys, qui ont eu un impact considérable, ainsi que Jukebox. Aujourd'hui, la scène hip-hop éthiopienne est bien établie et sa grande diaspora fait également des vagues à l'extérieur du pays, particulièrement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Parmi les plus populaires, des artistes venant d'Éthiopie ou avec des origines éthiopiennes, on peut citer des artistes comme Aminé et Lola Monroe. Le hip-hop en Éthiopie a parcouru un long chemin, de ses débuts dans les années 90 à sa place actuelle en tant que forme dynamique et vitale d'expression culturelle. Le genre reflète la profonde histoire du pays, ses cultures diverses et les expériences des jeunes éthiopiens qui naviguent dans un monde de rapide évolution. Bien que des défis demeurent, en particulier en matière de liberté politique et de barrières économiques, l'avenir du hip-hop éthiopien semble prometteur, car il reste une plateforme centrale pour la culture des jeunes du pays. Les années 90 et 2000 ont vu l'essor du hip-hop dans de nombreux pays d'Afrique de l'Est et le Kenya n'a pas fait exception en étant exposé à ce mouvement culturel dès le début des années 90. Le genre a d'abord émergé dans la région côtière du pays, à des endroits comme Mombasa, avant de se répandre dans d'autres régions comme la capitale Nairobi. Plusieurs figures pionnières ont eu un impact pour rendre le mouvement plus accessible, tels que Poxy Pressure ou le groupe Kalamashaka. Les premiers artistes de hip-hop kenyans ont émergé dans un climat social tendu et avec leur musique ont intégré des éléments de l'identité kenyane comme les langues Kiswahili et Sheng mélangées à l'anglais pour s'exprimer sur des sujets qui étaient pertinents pour les jeunes kenyans de l'époque. À la fin des années 90 et au début des années 2000, d'autres groupes de rap locaux et des artistes individuels ont commencé à gagner en reconnaissance au Kenya, comme le duo K-Soft qui a aidé à établir les bases du hip-hop kenyan avant de se dissoudre au milieu des années 2000. D'autres pionniers clés incluent des artistes comme Nonini et d'autres artistes de cette époque qui sont devenus des figures importantes
underground dans les scènes de rap swahili et de hip-hop kenyan. Au début des années 2000, le hip-hop au Kenya a évolué, passant d'une sous-culture underground à un genre grand public. Les artistes ont commencé à obtenir du temps d'antenne sur les stations et radios locales et les chaînes de télévision, ce qui a conduit à une exposition accrue du hip-hop dans la scène musicale kenyane. De nombreux artistes ont émergé durant cette période avec un impact durable. Khaligraph Jones, l'un des rappeurs kenyans les plus réussis et connus, ainsi que des artistes comme Octopizzo et d'autres. Ces artistes ont contribué à populariser le hip-hop kenyan, attirant l'attention tant au niveau local qu'international. Au fur et à mesure que la culture hip-hop au Kenya a grandi, la musique évoluait en sous-genres distincts. Certains artistes optent pour le son traditionnel du hip-hop avec du boom bap, tandis que d'autres ont adopté des sons commerciaux, mélangeant le hip-hop avec des influences de l'afrobeat, du dancehall et de la pop pour attirer un public plus large. Le hip-hop kenyan est devenu de plus en plus diversifié en termes de style musical, de contenu thématique et d'expression linguistique, marquant une différence avec le ton sérieux dominant du genre jusqu'à ce point. Un bon exemple pour illustrer la différence à la fois sonore et esthétique, montrant la diversité du rap kenyan pendant cette période, peut être fait en comparant le rappeur King Kaka et le groupe prometteur Camp Moula, qui ont tous deux émergé au début des années 2010. Bien que le hip-hop kenyan ait gagné en grande popularité, les artistes rencontrent toujours des problèmes tels que la censure, en particulier lorsque la musique aborde des sujets politiques sensibles, ainsi que le manque d'opportunités dans l'industrie, le genre étant en constante évolution avec de nombreux jeunes Kenyans tentant de faire carrière dans ce domaine. D'autres défis incluent la concurrence d'autres genres populaires tels que le bongo flava, l'afrobeat et le dancehall. Le hip-hop au Kenya a parcouru un long chemin depuis ses débuts underground dans les années 90. Aujourd'hui, il est devenu un genre grand public qui reflète les luttes, les espoirs, les aspirations des jeunes Kenyans. Grâce à son mélange unique de langue locale, de rythme africain et d'influence mondiale du hip-hop, le hip-hop kenyan a su se tailler une place distinctive sur la scène musicale continentale et mondiale. Malgré les différents défis, le genre se trouve dans une bonne dynamique et continue de prospérer et d'évoluer. Le hip-hop a commencé à se faire une place à Madagascar dans les années 90. Depuis, le hip-hop à Madagascar a gagné en popularité et quelques artistes locaux ont commencé à l'expérimenter en utilisant les langues malgaches, y compris les dialectes largement parlés comme le Merina et le Petsi-Mi-Saraka, ainsi que le français et l'anglais, créant un son distinctif qui était à la fois local et global. Au début des années 2000, le hip-hop malgache a commencé à devenir plus visible sur la scène nationale. Les groupes de rap locaux et les artistes individuels ont commencé à se produire dans des clubs et sur des stations radio à la capitale. La popularité du genre a été propulsée par l'urbanisation rapide de Madagascar qui a amené de nombreux jeunes des zones rurales dans les villes où ils ont été exposés à des influences musicales plus diversifiées dans le hip-hop. Les jeunes malgaches ont été attirés par l'énergie du genre, son esprit rebelle et son accent sur l'expression individuelle à travers les paroles et ont naturellement cherché à l'imiter. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, le hip-hop à Madagascar n'a pas beaucoup évolué. Le genre a gagné en popularité certes, mais reste un sous-genre de la scène musicale malgache. Bien que quelques artistes aient connu un succès avec quelques titres, la scène locale manque de figures notables. Aujourd'hui, la diaspora malgache, en particulier dans des pays comme la France, donne davantage de visibilité à la voix du hip-hop malgache. Cela inclut des artistes comme Oh-Boy, originaire de Madagascar, qui a réussi à se faire un nom dans la scène rap française. La musique hip-hop a fait son entrée au Malawi à la fin des années 90. L'exposition au hip-hop afro-américain a suscité l'intérêt de nombreux pays africains pour ce genre et le Malawi n'a pas fait exception. Des icônes américaines comme Tupac Shakur, The Notorious B.I.G., Nas, Wu-Tang Clan et d'autres figures de l'âge d'or du hip-hop ont eu une grande influence, leur musique inspirant les jeunes malawites à adopter l'esprit rebelle et le storytelling lyrique du genre. Au départ, le hip-hop malawite imitait le style et le contenu du rap occidental, mais au fil du temps, vers le début des années 2000, les artistes hip-hop locaux ont commencé à fusionner leur musique avec la culture malawite et les langues locales comme le chichewa. De nombreux artistes individuels et groupes ont commencé à se faire entendre, parmi lesquels Bantu Kamulazi, l'un des plus influents du pays. Au cours des années 2000, le hip-hop au Malawi a commencé à recevoir davantage de reconnaissance. Les stations de radio locales et les télévisions ont commencé à mettre en avant les artistes de hip-hop malawite et le genre est devenu l'un des plus populaires, notamment auprès des jeunes urbains. Dans la même veine que ceux qui les ont précédés, de nouveaux artistes se sont fait un nom localement
notamment comme Physics et d'autres, qui tout en embrassant d'autres genres ont conservé une base hip-hop et ont abordé des thèmes sensibles pour les jeunes malawites. Ces termes incluent la critique des politiques gouvernementales, la corruption et les défis classiques tels que la pauvreté, le chômage, l'éducation et les soins de santé. Le hip-hop malawite incarne souvent un esprit de rébellion contre l'ordre établi. Pendant la période de la fin des années 2000-2010 jusqu'à aujourd'hui, de nombreux artistes de hip-hop malawite ont été reconnus en se mainstreamisant tels que Young K, Tay-Green ou le regretté Martz. Le hip-hop malawite fait encore face à de nombreux défis malgré sa popularité certaine, tels que la reconnaissance nationale ou des problèmes liés à l'industrie. Malgré ces défis, l'avenir du hip-hop au Malawi semble prometteur. Le genre continue de prospérer, notamment dans les zones urbaines, et à mesure que les artistes malawites continuent de trouver des moyens innovants de fusionner la culture locale avec les influences mondiales du hip-hop, le genre devrait devenir une voix de plus en plus importante pour le commentaire social et politique dans le pays. La musique hip-hop a été introduite à l'île Maurice par les médias mondiaux au début des années 2000. Le hip-hop mauricien était fortement influencé par les sons et les styles du rap américain, ainsi que la scène rap française et d'autres îles comme celle de La Réunion. Les jeunes mauriciens, particulièrement à Port-Louis, la capitale, et dans d'autres centres urbains, ont commencé à adopter la culture hip-hop, non seulement pour la musique, mais aussi pour ses aspects plus larges tels que la danse, la mode et son énergie globale. Le hip-hop offrait une alternative aux genres musicaux traditionnels et fournissait une plateforme aux jeunes pour exprimer leur identité et aborder les défis auxquels ils faisaient face dans une société en rapide évolution. Au milieu des années 2000, le hip-hop mauricien a commencé à évoluer pour devenir un genre plus distinct, avec des artistes locaux intégrant les langues locales comme le créole et des références culturelles locales dans leur musique. À mesure que le hip-hop gagnait en popularité, il est devenu une force culturelle importante pour les jeunes, leur offrant un moyen d'exprimer leur frustration face aux problèmes sociaux, aux inégalités économiques et à la désillusion politique, tout en se divertissant. Au fil des années, la musique hip-hop à l'île Maurice a eu du mal à trouver sa place, en concurrence avec d'autres genres bien établis comme le sega, le reggae et la fusion des deux, le seggae. Bien que la musique ne résonne pas pleinement avec la population, d'autres aspects de la culture hip-hop tels que le graffiti et les danses hip-hop sont bien implantés dans le pays. Le breakdance et d'autres danses liées à la culture hip-hop font partie de la culture des jeunes, avec de nombreux événements organisés chaque année. Malgré les défis mentionnés, l'avenir du hip-hop en tant que culture à l'île Maurice semble prometteur. Musicalement, la scène locale n'est pas encore pleinement influencée par le hip-hop et les passionnés de hip-hop à Maurice se tournent davantage vers d'autres horizons. Mais avec tant d'aspects de la culture intégrés dans la vie des jeunes Mauriciens, une porte est ouverte pour une croissance culturelle du hip-hop dans le pays. Le hip-hop est apparu pour la première fois au Mozambique dans les années 90, principalement grâce à l'influence de la culture hip-hop mondiale. Comme dans de nombreux autres pays africains, le Mozambique a été introduit au hip-hop par la dominance du rap américain, ainsi que par la musique des pays voisins comme l'Afrique du Sud, où le hip-hop avait déjà pris de l'ampleur. Le genre a commencé à se propager parmi les jeunes, particulièrement dans les communautés à faible revenu, qui pouvaient s'identifier au message et à l'énergie du hip-hop qui reflétait leur réalité. Au début des années 2000, le hip-hop mozambicain a commencé à gagner en visibilité. Les premiers rappeurs utilisaient des langues telles que le portugais, le shangana et le ranga, ainsi que des éléments de la musique traditionnelle mozambicaine sur des beats de hip-hop, contribuant à façonner le hip-hop mozambicain. L'un des premiers et plus influents contributeurs de la scène hip-hop mozambicaine fut Azagaya, un rappeur connu pour ses paroles socialement conscientes et crues. Le genre a gagné en popularité dans le pays et les rappeurs mozambicains ont commencé à se produire et à collaborer dans les pays voisins, ce qui a donné plus de visibilité à la scène locale. Dans les années 2010, à mesure que le genre était de plus en plus reconnu dans le pays, de nombreux rappeurs locaux ont réussi à se faire connaître comme Dama Dobling ou Diaz Caras. Aujourd'hui, le hip-hop au Mozambique reste principalement underground. Cependant, la jeunesse mozambicaine continue de s'approprier le hip-hop comme moyen d'expression et le genre est susceptible de continuer à gagner en popularité. Le hip-hop a été introduit au Rwanda à travers l'influence de la culture hip-hop mondiale via des pays voisins d'Afrique de l'Est comme l'Ouganda et le Kenya, ainsi que la scène rap francophone. Le genre a commencé à se faire un nom au Rwanda à la fin des années 90 et au début des années 2000, période pendant laquelle le pays se remettait du génocide rwandais de 1994, un événement tragique qui a marqué l'histoire de la nation. Les années 2000 ont vu l'émergence du hip-hop dans le pays, avec des groupes locaux et des artistes qui commençaient à expérimenter avec
avec ce genre. Au milieu des années 2000, le hip-hop rwandais a gagné en visibilité, surtout à Kigali, où une scène musicale urbaine plus organisée a commencé à prendre forme. En raison du contexte social du pays, le genre a été utilisé pour aborder des thèmes tels que l'unité et la réconciliation, la paix, l'identité et l'expression culturelle. Les artistes hip-hop rwandais incorporent fréquemment des langues locales, en particulier le Kinyarwanda, la langue principale du pays, ainsi que le français et l'anglais, créant ainsi un son qui peut séduire à la fois les auditeurs locaux et mondiaux. Pendant cette décennie et la suivante, certains artistes ont gagné en notoriété dans la scène hip-hop rwandaise, comme le collectif Tough Gang ou le regretté Jay Polly. Aujourd'hui, l'industrie musicale du pays continue à se développer avec des opportunités pour le hip-hop de suivre cette tendance. Le genre ne peut pas encore être considéré comme mainstream et semble encore manquer de base solide malgré sa popularité. La scène underground rwandaise est assez active et de plus en plus de jeunes s'approprient le genre, ce qui pourrait annoncer un avenir brillant pour le hip-hop dans le pays. Le hip-hop est arrivé pour la première fois aux Seychelles à la fin des années 90 et début des années 2000. Comme dans de nombreuses autres régions du monde, les jeunes des Seychelles ont été exposés à la musique du hip-hop américain et du rap francophone, principalement en provenance de France. Ce genre a trouvé un écho auprès des jeunes, désireux de s'exprimer et l'utilisant souvent pour aborder des problèmes sociaux, des luttes liées à la jeunesse et l'identité nationale en évolution. La scène hip-hop aux Seychelles était initialement petite, avec seulement quelques groupes de rap underground et artistes émergents. Une grande partie de la musique rap des premières années était influencée par les styles du hip-hop américain et français, mais adaptée au contexte local. Dans les années 2010, la scène hip-hop aux Seychelles a commencé à se structurer davantage grâce à l'essor des plateformes de réseaux sociaux qui offraient des moyens de communication et de portée plus facile entre les différentes scènes underground, contribuant ainsi à maintenir le mouvement en vie dans le pays. Les artistes locaux ont commencé à intégrer des paroles en créole dans leurs chansons, rendant leur travail plus accessible aux auditeurs séchellois tout en s'inspirant toujours des influences mondiales du hip-hop. La communauté hip-hop des Seychelles a commencé à se concentrer sur des thèmes pertinents pour le contexte local tels que les luttes économiques, l'éducation, les problèmes de jeunesse et d'identité. Aujourd'hui, la scène n'a pas beaucoup évolué, le hip-hop aux Seychelles restant relativement petit et underground. En raison du contexte culturel du pays et sa petite population, l'avenir du hip-hop aux Seychelles semble incertain. Cependant, le fait que des influences hip-hop venues de l'étranger atteignent encore la jeunesse locale et que le hip-hop soit encore un mouvement relativement jeune peut constituer un motif d'espoir pour les jeunes fans de hip-hop séchellois. Les origines du hip-hop en Somalie remontent aux années 2000, une période marquée par la guerre civile et l'instabilité politique. À cette époque, de nombreux Somaliens ont fui vers des pays du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique du Nord, notamment des villes avec d'importantes communautés de la diaspora somalienne comme Londres, Minneapolis et Toronto. C'est au sein de ces communautés que la jeunesse somalienne a découvert la culture hip-hop mondiale, qui est rapidement devenue un moyen pour elle de se connecter à son identité, de raconter ses histoires et de réfléchir à ses expériences. Ainsi, l'histoire du hip-hop somalien a débuté avec sa diaspora. Lorsqu'il a atteint le public local et que les jeunes somaliens ont commencé à l'expérimenter, ils ont progressivement ajouté de la musique traditionnelle somalienne comme le danto et le bourrambour au beat hip-hop et ont commencé à mélanger la poésie somalienne et les traditions orales avec le rap, tout en étant influencés par les mouvements hip-hop venus d'ailleurs. Pendant ces premières années, le hip-hop somalien était relativement underground, mais bien vivant au sein des différentes communautés somaliennes à travers le monde. C'est dans ces communautés de la diaspora somalienne que certains artistes ont émergé. Des artistes comme Kenan, un musicien somalo-canadien, ont acquis une reconnaissance internationale au milieu des années 2000. Son succès ayant contribué à faire connaître la musique somalienne sur la scène mondiale, ouvrant ainsi la voie à l'acceptation et à la croissance du hip-hop somalien. Dans la diaspora, les artistes somaliens ont commencé à utiliser le hip-hop comme une plateforme pour aborder des sujets tels que les expériences de réfugiés, l'immigration, les luttes identitaires et les défis de la vie en exil. Ils abordaient souvent la fierté somalienne et la résilience dans leurs paroles, cherchant à préserver leur identité culturelle tout en s'intégrant dans les nouvelles sociétés. Dans les années 2010, à mesure que la Somalie commençait à se stabiliser politiquement et économiquement après des décennies de conflits, le hip-hop commençait à prendre un pied plus ferme dans le pays lui-même. Malgré les défis persistants tels que la pauvreté, le chômage des jeunes et l'influence des groupes radicaux, nous pouvons être optimistes quant à l'avenir du hip-hop somalien. Malgré son état actuel à l'échelle locale, qui est relativement récent, il fait partie de l'histoire
besoins de la jeunesse grâce à sa diaspora. De plus, le fait que le hip-hop somalien soit encore nouveau sur le continent signifie que de nombreuses possibilités sont encore présentes. Nous pouvons espérer que le genre continuera à servir de forme importante d'expression culturelle et de changement social, notamment à mesure que la Somalie continue de se reconstruire et de se moderniser après des décennies de conflits. Le Soudan du Sud est le plus jeune pays du monde, ayant obtenu son indépendance en 2011, après des années de conflits, et depuis, il s'est concentré sur sa reconstruction. Le hip-hop au Soudan du Sud est, comme tout le reste, quelque chose de nouveau. Bien que le hip-hop ait été présent au Soudan pendant au moins une décennie avant, ce qui explique que les Sud-Soudanais étaient déjà familiers avec ce genre. Son impact ne s'était pas installé dans les régions qui deviendront le Soudan du Sud. Alors que le pays se reconstruit, littéralement, il est important de noter que la culture américaine est définitivement présente et influente, en particulier parmi les jeunes. Il est logique qu'ils aient adopté le hip-hop, mais le genre est encore en pleine croissance. Les artistes qui expérimentent avec ce genre parlent de l'histoire turbulente du pays et des problèmes sociaux, de la paix, de l'unité, de l'identité et du désir d'un avenir meilleur. Le hip-hop au Soudan du Sud est à un endroit particulier où tout reste à accomplir. Quelle que soit l'orientation qu'il prendra, les résultats seront certainement intéressants et dignes d'être suivis. Le hip-hop est apparu en Tanzanie à la fin des années 80 et a commencé à prendre de l'ampleur dans les années 90, largement influencé par l'essor mondial du hip-hop aux États-Unis. Alors que la jeunesse tanzanienne était exposée au rap à travers la télévision, la radio et les cassettes, le genre a commencé à s'enraciner dans le pays. Les premiers pionniers ont été influencés à la fois par le rap américain et par les traditions locales, telles que le taarab et le bongo flava, une fusion tanzanienne de hip-hop, d'afrobeats, de mélodies arabes, de soul, d'R&B et de reggae. Ces influences ont contribué à façonner un style unique alliant conscience sociale et identité locale. Le bongo flava est apparu comme un sous-genre du hip-hop et est aujourd'hui désigné sous le nom de hip-hop tanzanien. Cependant, la musique hip-hop traditionnelle continue d'être produite en Tanzanie et un débat existe sur la question de savoir si le bongo flava doit être considéré comme un genre à part. Comme les artistes des deux disciplines flirtent avec les codes, pour cette vidéo, nous les inclurons ensemble tout en maintenant une ligne distincte. Le hip-hop tanzanien a abordé une grande variété de thèmes, notamment les problèmes sociaux et politiques, l'identité culturelle et l'autonomisation des jeunes. Parmi ces artistes clés au fil des années, nous pouvons citer Professor Jay, l'un des artistes hip-hop les plus emblématiques et influents de Tanzanie, qui a acquis de la notoriété dans les années 2000 en abordant des questions politiques avant de lui-même devenir un homme politique. Rosary, une rappeuse énergique qui a gagné en notoriété dans les années 2010. Jinako, un rappeur qui fait à la fois du rap traditionnel et du bongo flava. La scène hip-hop tanzanienne a évolué au fil des ans, influencée non seulement par la scène rap internationale, mais aussi par le genre unique du bongo flava, donnant lieu à un son hybride qui est populaire dans le mainstream. Dans l'ensemble, le hip-hop tanzanien reste un mouvement culturel dynamique et influent, offrant un mélange unique d'influence mondiale et d'identité locale. Le genre continue de façonner la scène musicale en Tanzanie et résonne auprès des jeunes de l'Est de l'Afrique et au-delà. Le hip-hop en Ouganda est apparu à la fin des années 90 et au début des années 2000, largement influencé par le hip-hop américain. À mesure qu'il gagnait du terrain, le hip-hop ougandais a été façonné par la culture musicale distincte de l'Ouganda, riche en rythmes indigènes et en langues qui fusionnaient des sons africains, du reggae et du dancehall, créant un son énergétique et dynamique. Le genre a rapidement trouvé une voie parmi la jeunesse urbaine, en particulier à Kampala, la capitale ougandaise, qui a été attirée par la nature expressive, rebelle et socialement consciente de la musique rap. Au début, le hip-hop ougandais était largement un mouvement underground, avec des artistes locaux qui rappaient en anglais ou en swahili et adoptaient des styles internationaux. Cependant, au fil du temps, le hip-hop en Ouganda est devenu plus localisé, intégrant des langues ougandaises comme le Luganda, le Runyankore et le Lusoga, ainsi que des éléments déjà mentionnés. Le hip-hop ougandais est un outil puissant pour les commentaires sociaux, avec des paroles abordant souvent une variété de thèmes tels que la pauvreté, le chômage, les inégalités, la corruption et les frustrations des Ougandais ordinaires qui se sont exclus du système politique. Le genre a évolué à un rythme constant au fil des années et s'est imposé dans la scène musicale locale parmi d'autres genres. Certains des artistes clés du hip-hop ougandais au fil des années incluent Navio, l'un des artistes hip-hop les plus connus et les plus réussis de l'Ouganda, JNL Zamba, connu pour son utilisation des langues locales et ses paroles inspirantes, et Fik Fameika, qui a gagné en notoriété dans les années 2010 et est l'une des figures clés actuellement.
Le hip-hop ougandais a connu une croissance rapide au fil des ans, passant d'un genre de niche à une force dominante. L'avenir du hip-hop ougandais semble prometteur car le genre continue de gagner en popularité non seulement en Ouganda, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Est et à l'échelle mondiale. Sa croissance rapide laisse place à des améliorations dans la scène locale. Le hip-hop est apparu pour la première fois en Zambie au début des années 80 grâce à l'accès précoce du pays au contenu américain. Des morceaux d'artistes pionniers américains ont atteint la Zambie où le genre a été adopté par la jeunesse locale car il était joué dans les clubs et discothèques. Certains morceaux locaux de l'époque intégraient des éléments de hip-hop et l'un des plus marquants est celui des Rusike Brothers intitulé Saturday Night. Ce morceau est un mélange de hip-hop, rock et de musique disco et a été un succès en Zambie et dans les pays des environs. Il a fallu attendre les années 90 pour que le rap local commence à circuler parmi les jeunes zambiens. En 1993, le rappeur Omar aurait sorti le premier album hip-hop zambien intitulé Your Love. Durant cette décennie, le hip-hop zambien a commencé à être influencé par des musiques hip-hop africaines et a intégré ses sons dans ses propres créations comme le kwaito sud-africain ou le bongo flava en provenance de Tanzanie. En ajoutant leurs propres éléments culturels et traditionnels à la musique, les artistes zambiens ont créé un son plus distinct appelé Zamraga ou Z-Hip-Hop. Les années 90 ont été une décennie prolifique pour le Z-Hip-Hop avec l'essor de nombreux labels de disques et événements contribuant à sa croissance et à l'émergence de figures importantes. Les années 90 et les débuts des années 2000 ont consolidé les bases du hip-hop dans le pays grâce au travail d'artistes tels que le duo Black Muntu, Daddy Zemus et JK. Le hip-hop zambien, comme dans de nombreux pays africains, sert souvent de plateforme pour aborder des problèmes tels que la corruption, la pauvreté, les inégalités, le chômage et les politiques gouvernementales, ainsi que des expériences plus personnelles. Grâce à une base solide, le hip-hop zambien a évolué positivement des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. De nombreux sous-genres de hip-hop ont vu le jour dans le pays. Le genre est aujourd'hui très diversifié tant sur le bilan sonore qu'esthétique. De nombreux artistes ont acquis une reconnaissance et continuent à faire progresser le Z-hip-hop. Parmi eux, nous pouvons citer Slap D, l'un des artistes hip-hop zambiens les plus influents et les plus réussis, actif depuis le milieu des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Cleo Ice Queen, l'une des rappeuses les plus populaires de Zambie. Makitu, un rappeur et producteur éminent. Chef 187 qui mélange la trappe avec d'autres styles, J Cash ou encore Sampa the Great, l'une des rappeuses les plus uniques et prolifiques du continent, ainsi que bien d'autres. Le hip-hop en Zambie est aujourd'hui dans une bonne position. Compte tenu de son histoire précoce, le genre a évolué à un point où il fait désormais partie intégrante de la culture locale. Après une croissance importante dans les années 90 et 2000, le genre continue de croître, mais à un rythme plus stable. Le hip-hop zambien a un avenir prometteur devant lui et sa scène devrait devenir encore plus excitante et influente dans les années à venir. Le hip-hop est arrivé au Zimbabwe dans les années 90, influencé par la diffusion mondiale du hip-hop américain. Au début, le genre était underground, avec des artistes imitant principalement les styles occidentaux, en particulier le rap américain, et en utilisant l'anglais ou un mélange d'anglais et de shona, la langue locale dominante dans leurs paroles. Pendant cette période, le hip-hop était principalement confiné aux zones urbaines comme Harare, la capitale du Zimbabwe, où les jeunes étaient exposés à la musique internationale via la radio, la télévision et les cassettes importées. À la fin des années 90, la musique des pays voisins où le hip-hop commençait à évoluer a atteint le Zimbabwe. Le pays a commencé à adopter ces sous-genres de hip-hop venant de pays comme l'Afrique du Sud, la Zambie. Ainsi, les jeunes Zimbabwéens qui ont embrassé ces styles ont expérimenté le hip-hop en lui donnant une énergie plus dynamique, ce qui se reflétait dans la musique, principalement destinée au divertissement dans ses premières années. Les passionnés de hip-hop zimbabwéens ont également utilisé le genre pour parler d'autres thèmes comme la situation du pays et ses nombreux problèmes. Durant les années 2000 et 2010, le genre a gagné en popularité mais est resté relativement underground. Parmi les artistes hip-hop zimbabwéens ayant connu un certain succès, on retrouve Tenth Diamond, Stunner ou encore la rappeuse Kiki Badass. Le hip-hop zimbabwéen a beaucoup évolué au fil des années. Dans ses premiers ans, la scène était dominée par des artistes et des crews underground qui se produisaient dans de petites salles et des coins de la rue. La fin des années 2000 et le début des années 2010 ont marqué une période de croissance pour le hip-hop zimbabwéen avec des vagues de jeunes artistes apportant de nouveaux sons et styles lyriques à la scène. Aujourd'hui, malgré les défis tels que la censure, les difficultés économiques et la concurrence d'autres genres, le hip-hop zimbabwéen reste une forme d'expression pour la jeunesse du pays. Son avenir est difficile à prédire, mais il prendra probablement une direction positive. Comfortably sitting on my sofa, smoking, floating on this fan air, reflecting on the storm. So far, I'm so far,
So far from where I come from, so far from it home.